Je vais donc faire cette présentation de façon très rapide et très simple parce que Jean-Pierre Mahé est notre invité régulièrement à l'INALCO et dans le cadre de mon cours Histoire et civilisation du Caucase et aussi dans le cadre de la SEA. Maintenant, tous les ans, il vient faire une conférence et c'est devenu quasiment une institution, une habitude avec à chaque fois des sujets extrêmement différents. Donc nous sommes très heureux je les ai perdus là. Enfin, nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Pierre Mahé, orientaliste bien connu, membre de l'Institut, philologue, archéologue à ses heures et auteur de nombreux ouvrages sur le Caucase antique, médiéval, mais aussi auteur de nombreux ouvrages sur l'Arménie contemporaine. Je vais vous passer la parole sans plus de Salam Alek. En dépit des apparences, nous avions quand même préparé cette conférence et donc il y a quelques documents que je vais ouvrir à partir de mon partage d'écran. Et donc, Jean-Pierre, je vous passe tout de suite la parole pour cette conférence dont vous avez choisi le thème, intitulé Les moines et la cité, archives de Bac Nile, ce qui va nous amener une fois de plus dans le domaine de Annie et d'un certain nombre de trouvailles archivistiques dont vous allez nous faire part. Nous sommes très heureux de vous entendre et je vous passe la parole. Je vous remercie. Excusez-moi de toutes ces difficultés techniques qui ont retardé le début de la conférence. Alors, si un jour vous vous promenez à Annie en ayant tout le temps qu'il faut pour vous arrêter devant le monument et essayer de lire les inscriptions, vous allez vous apercevoir d'une anomalie majeure. C'est que pour inscrire son nom à Annie, sur les remparts, dans les églises ou dans le moindre recoin, il faut être roi, catholicos, archevêque, prince. Les gens du commun n'ont pas, sauf de rares exceptions, vraiment leur place. Ou alors, il faut qu'ils soient des usuriers milliardaires du genre de Tigran Onens, qui a eu assez d'argent et assez besoin de publicité pour prendre en charge la reconversion de la cathédrale d'Annie, qui avait été transformée en mosquée pendant 130 ans. Et donc, il fallait bien faire quelques travaux de réparation pour la mettre en service. Alors, pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que les inscriptions ne sont pas inscrites, imprimées sur des affiches en papier, mais gravées dans la pierre et doivent rester là où elles sont jusqu'au retour, au second avènement du Christ et au jugement dernier. Donc, ça fait que l'espace est très rare et qu'on trouve uniquement des inscriptions, ou uniquement, ou presque uniquement, des inscriptions de gens très importants. Alors, la question se pose évidemment, y a-t-il des endroits où on puisse trouver, avoir des nouvelles des citoyens ordinaires, ou bien sinon ordinaires, parce que j'imagine que les pauvres n'ont pas non plus accès à quelque endroit que ce soit, du moins, disons, des fortunes moyennes des habitants d'Annie. Alors, la réponse, vous l'avez justement dans les documents dont il a été question tout à l'heure. Vous avez la carte des environs d'Annie, et vous voyez tout près le monastère de Oromos, qui est à 10 km au nord-est d'Annie. Oromos, ça veut dire, enfin, comme c'est indiqué sur les papiers que vous avez reçus, que ce sont des chrétiens arméniens qui ont été expulsés de l'Empire byzantin, qui ont fondé ce monastère au Xe siècle, en 936. Et puis, le monastère dont nous avons parlé aujourd'hui, qui est Bagnash, donc la grotte des idoles, qui est à 7 km, 7 ou 8 km à l'ouest d'Annie. Alors, dans ces monastères, alors, vous devriez normalement voir une image
de Bagnage. C'est une photo très ancienne qui a été prise en 1912. À cette époque, Bagnage était déjà transformé en village kurde. C'était le cas depuis plusieurs siècles à ce moment-là. Et même quand les Russes étaient venus pour essayer de récupérer les lieux et d'installer un village arménien, ça n'avait pas marché. Les Kurdes avaient fait expulser les Arméniens, donc c'était en réalité transformé en bâtiment agricole pour les Kurdes, même avant, je veux dire, la guerre de 14. Mais les monuments étaient un peu moins dégradés qu'aujourd'hui. Hein. Et donc, nos photos datent de 1912. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'entrer à moins d'avoir des permissions difficiles à négocier. C'est néanmoins ce qu'a fait peu de temps avant sa mort le grand épigraphiste Samuel Karapetian, qui a publié dans son journal Varsk, n'est-ce pas, le volume 9, il a publié un corpus complet des inscriptions d'Ani, celles qui ont disparu mais qui avaient été copiées au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, et puis celles qui existent encore. Et il nous a donné un dessin de ces inscriptions. Alors, ce dessin, vous avez un exemple que j'ai choisi au hasard qui vous montre une colonne avec une inscription ou plusieurs inscriptions en fait qui sont sur cette colonne. Vous avez la photo et le dessin au trait côte à côte. Alors, les inscriptions, il y en a 66 qu'on a pu recueillir. Et sur ces 66, il y en a exactement la moitié, 33, qui sont formellement datées. Elles sont datées de 1041 à 1307. Il y en a quelques-unes qui sont sur des ratchkars ou des pierres qui sont extérieures au monastère, proches du village, mais la plupart se répartissent sur les 6 monuments dont vous trouvez la liste sur le point 2 hein, de mon guide, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez, ça commence par Asfazatsin, la Mère de Dieu, l'église de la Mère de Dieu, qui a été construite en 1010, et ça finit par la chapelle de la Sainte Trinité, qui est à 200 mètres au nord-est de l'ensemble, et qui a été construite en 1223. Hein, et vous avez 4 autres monuments qui sont dans l'intérieur. Alors après, je vous ai mis un plan de Bagnage qui avait été relevé par Jean-Michel Thierry et sur lequel Annie Beledian a indiqué, c'est pas important de voir le détail, mais elle a indiqué la localisation des inscriptions qu'on a pu relever, les a à peu près placées. Alors, vous connaissez l'histoire générale de la région et vous savez que Bagnage, comme la ville d'Ani elle-même, a eu 2 périodes de prospérité. L'une qui va de 1010 à 1045, qui est la période des derniers rois Bagratuni, hein, du royaume d'Ani. En 1045, la ville passe sous contrôle ou sous administration byzantine et il semble qu'au point de vue économique, c'était une période de marasme parce qu'on a très peu de donations qui soient datées d'après 1045. Puis il arrive pire encore, c'est-à-dire la prise d'Ani par Alparslan. Ensuite, et c'est plutôt une bonne chose, relativement bonne, les Turcs vendent Ani aux émirs kurdes de Douin, et ceux-ci désignent l'un de leurs descendants, ou des gens de leur famille, Manoucher, qui était moitié arménien et moitié kurde. Et donc, la ville commence un petit peu à se redresser, mais la seconde période de prospérité, c'est la principauté zacharide sous souveraineté géorgienne, avant
la prise de la ville en 1239 par les Mongols. Alors, je voulais remarquer que c'est le point 4 des feuilles que vous avez reçues, qu'il y a deux types d'inscriptions à Bagnaj. Alors, le cas général, c'est celui que j'ai mis en second, c'est-à-dire c'est les Andats, les testaments. Les testaments, ce sont des donations funéraires de particuliers qui, en échange de ce qu'ils donnent, obtiennent des prestations spirituelles jusqu'au retour du Christ pour le jugement dernier. Alors, Andats, à l'origine, ça a l'air comme ça d'être un mot arménien, mais à l'origine, c'est un mot iranien qui veut dire un mémorial ou un testament. Hein, ça s'emploie, par exemple, aussi pour désigner les colophons des manuscrits. Mais les Arméniens ont trouvé une étymologie arménienne à ce mot étranger. C'est-à-dire qu'ils ont dit un andarts, c'est quelque chose qui est an, privatif, darts, se retourner. Ça veut dire que c'est une disposition irréversible. Quand on donne quelque chose dans un andarts, plus personne n'a le droit de rien changer jusqu'au jugement dernier. C'est pour ça que ça s'appelle andarts. Alors ça, c'est la grande majorité, c'est 63 inscriptions sur 66 qui sont des andarts. Mais il y a quand même 3 exceptions qui sont des ketak. Ketak, en apparence, c'est sûrement même, ça veut dire un lait, ça veut dire une disposition. Hein. En réalité, je les appelle des ordonnances parce que ce sont des décisions internes au monastère qui sont des décisions de l'autorité religieuse. Et nous avons, si vous voulez, quelques exemples de ces inscriptions. J'en ai mis un seul, qui est que vous avez sur le point 4, n'est-ce pas, qui est ceci, par la volonté du Christ, ceci est mon inscription à nous, Siméon. Alors, voyez ce qui s'est passé, vous avez le texte sous les yeux, c'est une inscription qui est postérieure à la prise de la ville en 1239. Alors, vous savez que quand la ville a été prise, Kyragos ou un petit peu avant, Kyragos nous décrit la façon dont les Mongols extorquaient l'argent des villages et des communautés. Alors, pour extorquer l'argent, ils prenaient des otages, mais pas n'importe quels otages, de préférence les curés, hein, parce qu'ils savaient que quand on détenait les curés en captivité, on pouvait faire travailler les Shinakans, les paysans, pour payer la rançon des curés. Enfin, ça, c'est le schéma qui est donné par Kyragos. En réalité, il semble qu'à Bagnaj, ce soit passé un peu différemment. C'est-à-dire, même en travaillant, les curés n'avaient pas, ou les moines, n'avaient pas assez d'argent pour payer la rançon de leurs prêtres. Et donc, les moines ont vendu des biens qu'ils n'auraient jamais dû vendre. C'est-à-dire, ils ont vendu des donations qu'ils possédaient en vertu des andats. Et comme ils avaient Jean-Pierre, pas... Pardon ? Jean-Pierre, je peux vous interrompre parce qu'on n'a pas réussi à projeter vos documents avant. Vous pouvez nous dire sur quel diapo est-ce qu'on doit se mettre ? Alors, je ne sais pas sur quel diapo. Là, là c'est fini. Je veux dire, j'ai commenté tous ces documents auparavant. Donc, si vous voulez passer un à un, on a la carte d'Annie et des environs. Donc, normalement, vous devriez pouvoir apercevoir Oromos à droite d'Annie et Bagnaj à gauche. Normalement. Vous voyez, vous avez... c'est difficile à lire, je le vois, moi, en tout cas. Je vois Oromos ici. Voilà, effectivement, Oromos ici. Vous voyez, et je vois Bagnaj de l'autre côté. Hein. C'est tout voisin. Hein. C'est important, cette proximité, parce que, évidemment, comme c'était trop cher, si je puis dire,
d'inscrire un testament sur les murs d'Ani, eh bien, les gens, ou du moins les fortunes moyennes ou même assez élevées, se rendaient dans ces monastères pour avoir leur propre inscription et leur propre promesse de messe funéraire. Ensuite, donc, que je vois, vous voyez, ça c'est, comment dire, Bagnall, mais comme vous ne le verrez plus, hein, comme vous ne le verrez plus, puisque c'était seulement 1912. Et on voit, au moins par devant, tout effondré, le grand gavit où se trouve la grande salle d'église, où se trouvent les inscriptions. Ces grandes salles d'église, c'est comme elles sont revêtues d'inscriptions à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est donc comme des pages de pierre qu'on va pouvoir utiliser pour inscrire des centaines de personnes. Hein. Nous n'en connaissons que 66 parce que le bâtiment était ruiné. Je veux dire, déjà en 1862, à l'époque où le père Sarksian a fait ses premiers relevés, il y avait une grande partie de ces murs qui étaient détruits. Hein. Mais là, c'était possible d'avoir des inscriptions sur plusieurs siècles et plusieurs générations. Et puis, en dessous, vous avez le plan qui a été dessiné par… donc, vous voyez la grande église qui s'appelle la Mère de Dieu. Devant, vous avez un gavit qui est l'endroit où sont le maximum d'inscriptions, à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis, vous avez une petite chapelle anonyme qui est en haut, qu'est-ce que je dis, au sud-est. Et puis, un peu à côté, vous avez une deuxième chapelle qui est la chapelle de Saint-Georges. Il y avait une salle dont il reste absolument rien, vous voyez, qui est là par devant, un jamatoun ou un gavit. Et puis, à une certaine distance, il y avait une autre église qui n'est pas représentée, qui est la petite chapelle hexaconque de la Sainte Trinité. Hein, voilà à peu près ce qu'on peut voir. Alors, on va, si vous voulez, passer à la vue suivante. Alors, ça, c'est les rares cas où on peut encore aujourd'hui voir l'inscription. Et naturellement, il faut un maître, on peut dire comme était Samuel Karapetian, pour être capable de relever tout cela et de faire des dessins en trait qui sont, d'après les photos, qui sont évidemment très, très précieux aux chercheurs, hein, parce que vraiment, on peut discuter les textes, on peut vraiment voir. Mais ça représente, je ne sais pas, ça représente une toute petite partie des inscriptions. Tout le reste, le texte nous est absolument inaccessible. Alors, j'étais en train, ensuite, on passe, si vous voulez, au dossier que je vous ai passé, qui est en 16 points. Je vous ai passé un dossier en 16 points. Donc, regardons, si vous voulez bien, ce dossier. La première page, vous arrivez à la voir? Voilà. Donc, la première page, si vous voulez, quelques données, point 1, quelques données sur Oromos, 2 sur les inscriptions de Oromos, ensuite ce que j'ai dit sur l'histoire des monastères, puis, si vous voulez, les 2 types d'inscriptions, Ketak, les ordonnances, et Andarts, les inscriptions funéraires, voilà. Et j'étais en train de vous commenter un exemple de Ketak. Donc, ce Ketak explique que comme on a vendu des biens qui n'auraient pas dû être vendus à cause de l'invasion des extorsions, on peut dire des Mongols, eh bien, on a pris une décision solennelle de dire toutes les messes auxquelles les monastères s'étaient engagés pour ces biens et de les dire évidemment à perpétuité. Hein. Alors, ce qui est intéressant, et c'est un point que je vous ai mis sur le plan 5 hein, de notre document, c'est le plan typique d'un Andarts. Vous voyez, vous avez une date. Alors, cette date, évidemment, en général, elle est mise toute seule, c'est une date qui figure toute seule sur une ligne. Vous voyez,
Mettons 3 lettres, ça va être l'an 600 et quelques. Naturellement, vous rajoutez 551 hein, pour vous y retrouver. Hein. Ensuite, vous avez quelquefois une formule pieuse par la volonté de Dieu, par la grâce du Christ, donc gamma, patso, schnorif Christosi, n'est-ce pas? Et ensuite, on indique la gouvernance temporelle ou spirituelle. On va dire sous le règne de Gagik, hein, roi des rois, sous l'archiépiscopat de Tersarkis, sous la prélature de l'abbé Siméon. Donc, on énumère les personnalités. Et après, on dit l'identité, la généalogie du donateur, moi un tel, fils d'un tel et petit-fils d'un tel. Hein. Ensuite, on donne la définition du don. J'ai donné le village de Harpouillerik. J'ai donné 3 échoppes qui sont dans la rue Courbe. J'ai donné une demi-meule de moulin à eau et 2 meules de presse à huile. Tous les dons. 5, c'est la contrepartie spirituelle. Alors, cette contrepartie spirituelle, elle est décidée en communauté par les moines, c'est-à-dire ça. Petit problème de connexion, Jean-Pierre, on a perdu. Jean-Pierre, on a perdu quelques phrases. Là, il y avait eu un petit problème de connexion. Voilà. Alors, je reprends, si vous voulez. Sur décision collégiale de la communauté, présidée par l'abbé, on va vous donner un certain nombre de prestations religieuses. Alors, les plus chères de ces prestations religieuses, ce sont les messes annuelles. Mais dans les messes annuelles, il y a plusieurs classes, si je puis dire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, mettons, 2 messes par an. Hein, 2 messes par an, on ne précise pas quel jour, ni quand, ni comment, et ainsi de suite. Hein. Ou bien vous avez des messes, mettons, pour la nouvelle Pâque, pour Norzatik. Alors ça, c'est une messe qui vaut très cher. Hein. Ou bien des messes pour des saints utiles. Par exemple, une messe pour Saint Sarkis, ça vaut cher, ça, parce que Saint Sarkis, c'est un saint utile pour les marchands et les voyageurs. Voyez. Ou bien, donc, vous voyez, vous avez des messes graduées, ou bien alors les gens pauvres, on leur donne des offices. C'est-à-dire, les moines doivent prononcer tous les jours les mêmes heures canoniales, et on dira, ben, avant la récitation, on va dire c'est à la mémoire d'un tel. Puis c'est tout. Donc, c'est ce qu'ils obtiennent. Alors, après, vous avez des formules qu'on pourrait appeler prophylactiques. Ce sont des formules de protection de la décision, parce que, bien entendu, les gens qui écrivent ce texte savent qu'ils mourront prochainement et qu'il restera quelque temps, enfin, entre leur mort et le jugement dernier. Alors, il ne faudrait pas que la décision ne soit pas respectée par leurs successeurs. Donc, on aura une bénédiction pour ceux qui respectent le testament et une malédiction pour ceux qui le transmettent. Alors, les malédictions, je veux dire, c'est plus beau à Bagnash, c'est plus beau, je veux dire, à Oromos qu'à Bagnash. Hein, c'est assez faible à Bagnash. Mais enfin, disons, une malédiction classique, c'est les 318 pères du concile de Nicée. Alors, 318 pères de concile de Nicée, c'est quand même une bénédiction sérieuse, parce que finalement, il faudrait, d'une certaine façon, obtenir le pardon de chacun d'entre eux pour être délivré d'une telle bénédiction. Comme il y en a 318, c'est très difficile, même avec des prières. Donc, éventuellement, il y a des post-scriptum. Alors, c'est le point 7, vous voyez, c'est-à-dire les précisions complémentaires sur le bien qui a été donné. Par exemple, le chant s'appelle telle ou telle chose,
et puis des précisions sur le nom du graveur. Parce que, évidemment, ces inscriptions sont réalisées d'après des modèles. C'est-à-dire, on commence par faire un modèle sur une charte, et ensuite on donne la charte à un graveur qui est obligé de faire des calculs d'espace pour la situer sur une pierre. Hein, et le graveur fait aussi ajouter son nom. De toute façon, c'est très professionnel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a 3 échelons. Vous avez le donateur, qui est en général un commerçant ou un paysan, un notable rural, qui parle un arménien épouvantable, enfin un arménien moyen, si vous voulez, très mélangé et très difficile à lire. Alors, il y a un clerc qui prend en note sa volonté et qui rédige le texte. Alors, il rédige le texte dans un mélange d'arménien moyen, et puis ensuite, il met quelques formules crapage, quelques formules religieuses très pieuses, et puis après ça, bien, cette charte est donnée au graveur, et quand le graveur a fini d'inscrire sur la pierre, la charte est reversée aux archives du monastère. Simplement, nous n'avons plus conservé ces archives. Vous voyez, en Géorgie, qui a été relativement plus épargnée que l'Arménie, on a conservé des chartes. Hein. On en a à peu près 200 à l'Institut des manuscrits de Tbilissi. Mais qui sont pareils, hein, qui sont dans le même esprit que ceux que nous lisons ici. Mais en Arménie, on n'a plus que les copies sur pierre quand elles nous sont parvenues. Alors, je voulais vous donner deux points. Sur le point 6, je vais passer peut-être assez rapidement. Vous voyez, sur la morale et sur le financement des cultes. Vous savez, le problème est simple. C'est-à-dire que depuis Simon le magicien qui avait voulu acheter les grâces du Saint-Esprit, jusqu'aux apôtres, jusqu'à Martin Luther et encore après, bien entendu, on a toujours critiqué le principe des prières stipendiées, payantes. Donner de l'argent à l'Église pour obtenir des prières, est-ce que ça n'est pas un trafic qui est honteux, hein? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette polémique. Elle était d'actualité à l'époque parce que les tondrakiens, c'était justement des gens qui, au fond, appliquaient radicalement un proverbe qui existe encore à l'heure actuelle en Arménie, qui est Poruzzosh, Saruzzosh, Ameninch Terderipo, n'est-ce pas? Que ce montagne, monts ou vallées, tout dans le ventre des curés, n'est-ce pas? Alors, eux, ils appliquaient ça littéralement, c'est-à-dire qu'ils voulaient se débarrasser des prêtres et se débarrasser des églises pour rapacité excessive, en les accusant de rapacité excessive. Mais il faut bien prendre conscience que l'Église n'avait pratiquement pas le choix. Pourquoi? Parce que les donations qu'elle avait reçues autrefois du roi Tiridate avaient été volées par les Arabes. Elles avaient été confisquées. Donc, plus aucune église n'avait conservé les revenus dont on l'avait dotée au moment de la christianisation. Et avec ces revenus, on faisait toutes sortes de choses qui étaient importantes, qu'on appellerait aujourd'hui des œuvres sociales, c'est-à-dire qu'il y avait des hospices pour les pauvres et les voyageurs, et il y avait des hôpitaux pour les malades. Toutes ces œuvres de bienfaisance ne sont plus financées à l'époque bagratide. En réalité, ce sont les monastères qui bénéficient d'abord de donations princières, mais qui ensuite ne peuvent entretenir ces donations que par les messes funéraires. Alors, vous savez que ces messes, d'ailleurs, doivent être célébrées dans des conditions canoniques qui sont très bien définies, c'est-à-dire elles doivent être célébrées sous une voûte ou sous un toit, hein, et il est interdit de faire des célébrations en plein air, même en période de campagne militaire, c'est un point qui est souligné à plusieurs reprises. Et deuxièmement, on ne peut célébrer une messe
qu'une fois par jour sur le même autel. Et donc, ça diminue ça diminue la capacité de messe des monastères. C'est pour ça qu'à partir des 9e, 10e siècles, on n'aura qu'un seul plan dans toutes les églises arméniennes, ou presque, c'est la croix inscrite à niche d'angle, parce que ça fait l'autel central, plus au moins 4 autels dans les angles de l'église, et peut-être 8 si on met plusieurs étages dans les niches d'angle. Hein. Et donc, vous voyez, on a là un problème parce que c'est le seul moyen pour l'Église de reconstituer le patrimoine dont elle a été spoliée par les Arabes. Alors, les plus grands théologiens, naturellement, ont abordé cette question et vous savez qu'on a publié récemment une œuvre de jeunesse de Saint Grégoire de Narek qui s'appelle « Sur l'ordre et le canon des prières » et qui aborde cette question et qui dit en général, c'est-à-dire en général d'une façon absolue, n'est-ce pas ? L'Eucharistie est offerte, l'Eucharistie qui commémore le sacrifice du Christ est offerte non pas pour une personne particulière, mais pour le monde entier, n'est-ce pas ? Pour tout le genre humain. Néanmoins, il n'est pas interdit d'inclure dans ce genre humain, disons, la personne, le nom de la personne qui a donné la messe. C'est la seule explication qu'on a pu donner. Alors, ce qui est intéressant, c'est la sociologie des donateurs. C'est-à-dire que la période, vous voyez, intermédiaire entre l'époque bagratide et l'époque zacharide n'a pas été une période agréable pour les Arméniens, mais il y a eu des progrès qui se sont réalisés dans cette période à partir de 1072 à cause de, j'allais dire, de la mixité ethnique du pouvoir. C'est-à-dire que l'émir Menoucher avait une mère arménienne et ses successeurs également. Ils avaient plein de parents, disons, qui étaient des princes arméniens. Et ils se sont appuyés sur les princes arméniens. Et d'un autre côté, ils ont apporté un certain nombre d'un côté des pratiques commerciales, de l'autre côté aussi des moyens techniques qui avaient cours dans les cités musulmanes et qui ont profité à Ani. Il y a sûrement une grande différence entre l'Ani du XIe siècle et l'Ani du XIIIe siècle. C'est difficile de mesurer cette différence, mais vous voyez, on peut la mesurer par exemple grâce aux murailles. Quand on compare ce qu'était la muraille bagratide à ce qu'elle est devenue au XIIIe et au XIVe siècle, c'est-à-dire dans son état actuel, il y a un écart considérable entre les deux. Ça donne l'idée du progrès qui s'est produit pendant cette période. Alors, la sociologie aussi a varié. C'est-à-dire, au départ, c'était seulement les princes ou les rois ou alors de très hauts ecclésiastiques qui étaient les mécènes, les patrons, comme on disait, des monastères. Et puis, par la suite, il y a eu des notables qui sont apparus. Alors, parmi les notables, évidemment, il y a des familles de prêtres, des gens qui sont prêtres de père en fils, ou bien archiprêtres. Et puis, évidemment, il y a des évêques, donc il y a des familles sacerdotales, mais vous avez aussi des marchands. Vous avez des gens qui sont de grands négociants internationaux, ou bien qui sont des artisans qui habitent en ville. Et pour la première fois, et c'est justement dans ces inscriptions qu'on le voit, on voit apparaître des noms de famille. Alors, je vous en cite quelques-uns qui sont amusants. Vous avez les Tchétchkens. Les Tchétchkens, c'est ceux qui descendent de Tchétchik. Tchétchik, c'est quelqu'un qui avait le visage tchétchot, c'est-à-dire grêlé. Vous avez les Sevketens.
Alors ça, je pense que c'est clair. Il y avait un personnage qui était surnommé Sefkit, né noir, et dont les descendants s'appellent les Sefketens, c'est des commerçants. Puis vous avez plein de noms qui descendent de prénoms du genre Torosons, Tigranans, etc., qui apparaissent à cette époque. C'est des marchands qui travaillent en famille. Et on voit que non seulement ils achètent des boutiques ou des échoppes en ville, mais en plus, ils achètent des vignobles. Évidemment, on ne peut pas trouver de vignes dans le Chirac, mais on peut en trouver dans la plaine de l'Arax. Donc, on a des terres viticoles qui sont très appréciées, ne serait-ce que parce que quand on commande des messes, il faut bien donner du vin de messe pour les prêtres. Alors, j'ai pris un cas particulier qui est sous le point 7, qui est l'inscription de Mangetavak. Alors, Mangetavak, il est intéressant parce qu'il n'est pas Anetsi, il n'est pas de la région. Il est Moshetsi, donc il vient de Mouche. Alors, on voit tout de suite qu'il vient de Mouche parce que son père s'appelle Hamertol. Hamertol, c'est une déformation du nom de Hamertol. Vous savez que le monastère Surkarapet de Mouche s'appelle Surkarapet Hamertoli. Hamertoli, ça veut dire en fait Amelorti, c'est-à-dire le fils de la stérile, le fils d'Élisabeth, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et on l'a confondu avec un nom arabe, si vous voulez, on en a fait Hamertol, et c'est donc le père de ce Mangetavak. Et Mangetavak, son nom, vous voyez, veut dire l'aîné, Avak, du Manketi. Manketi, ça veut dire la guilde des jeunes chrétiens, c'est de la jeunesse chrétienne, si vous voulez, qui sont des marchands qui se soutiennent, de jeunes professionnels qui se soutiennent entre eux et qui maintiennent la religion chrétienne dans des villes qui sont mixtes, parce que vous avez des émirats musulmans où il y a les villes donc d'Erzenka, de Mouche et ainsi de suite. Et donc, il y a des corporations typiquement chrétiennes dont Ovanes Blues Yerzenkatsi a écrit la constitution typique, qui est d'ailleurs calquée sur celle des confréries musulmanes. Alors, maintenant, je pourrais vous donner quelques statistiques, mais je pense que ce n'est pas très intéressant, c'est-à-dire vous dire combien, sur 48 donateurs, il y a 9 qui sont des femmes seulement, et il y a 5 épouses qui sont associées à leur mari. Et puis, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je reviens sur l'épitaphe, plutôt sur l'inscription au point, sur l'inscription de Mangetavak, n'est-ce pas, qui est donc sur le point 7. Qu'est-ce qui est intéressant? Cet homme de Mouche, qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous voyez, normalement, c'est quelqu'un qui ne fait que passer à Ani, parce qu'il est toujours en voyage pour des affaires commerciales. Mais probablement, en cours de route, il a eu un très grave accident ou bien il a encouru un très grave péril et il a appelé Saint Sarkis à son secours. Et vous voyez, il a échappé de justesse à ce péril grâce à Saint Sarkis. Alors, aussitôt arrivé à Ani, toute affaire cessante, il veut se mettre en règle. C'est-à-dire, il faut absolument remercier Saint Sarkis. Donc, il veut fonder une messe à Bagnaj pour remercier Saint Sarkis le jour de sa fête. Et simplement, comme il est très pressé, comme homme d'affaires, il n'a pas le temps de séjourner à Ani et d'acheter un bien immobilier.
Donc, il donne directement une grosse bourse d'or au monastère de Baghnaï et il obtient la promesse de Metz. Alors maintenant, que vont faire les moines de Baghnaï? On ne le sait pas, ils vont se débrouiller, ils vont s'arranger pour honorer cette promesse. Alors, à une seule exception près, les donations foncières ou les donations rurales, je dirais, situées à la campagne, comportent des biens fonciers ou des rentes immobilières. C'est-à-dire, quelquefois, il y a des dames qui ajoutent à la donation de leur mari des livres ou des vases précieux, éventuellement même très précieux. Par exemple, un mobilier festif copié sur parchemin, ça veut dire des centaines de peaux de mouton, un évangile à boîtier en or, une croix précieuse et un évangile, un calice en argent. Tout ça, c'est des choses qui coûtent très cher, mais qui sont accessoires et qui sont plutôt des donations de femmes que des donations d'hommes. On va revenir sur cette question plus tard. La donation que les moines apprécient le plus, c'est celle d'un village, ou du moins des revenus de ce village. Vous voyez, par exemple, le prêtre Garegouin, qui est un usurier notoire, achète le village de Norapoujdrik. Alors il dit, avec tous ces champs Andastanavk, tels qu'ils étaient à l'origine. Alors ça, et il le donne au monastère. Alors, comment est-ce qu'il a acquis ce village? Alors, ça nous pose des questions d'organisation financière. C'est-à-dire que le problème des capitaux, de l'argent liquide dans l'Arménie de cette époque, il y a un problème qui est bien connu, c'est que, un principe qui est bien connu, c'est que le prêt à intérêt est interdit par l'Église. On n'a pas le droit de faire des prêts à intérêt. Alors, ça ne fait rien. Les prêteurs, sur gage, détournent la question. Et au lieu de l'intérêt, ils proposent l'anticrèse. L'anticrèse, ça veut dire que non seulement l'objet, le prêt est gagé par un gage, mais surtout, le créancier a le droit de confisquer le gage à son profit personnel, d'exploiter lui-même, n'est-ce pas, le bien. Alors, ça veut dire que, par exemple, vous possédez une presse à huile, elle vous donne un revenu, mais vous empruntez de l'argent à un usurier, ce revenu vous est confisqué puisqu'il profite à l'usurier directement. Entre parenthèses, ça rapporte beaucoup plus que les taux d'intérêt, donc l'anticrèse. Et puis, comme vous n'avez plus ce revenu, vous n'arrivez plus à rembourser votre dette, et en fin de compte, c'est l'usurier qui s'empare du bien qui a servi à gager. Alors, voilà un point important, je pense que j'en ai parlé sur le point, je vous ai donné le vocabulaire, sur le point 9, n'est-ce pas, de notre papier. Alors, il y a un autre point, c'est que les biens immobiliers ou les biens fonciers, comment dire, sont entièrement transformés par des pratiques financières. C'est-à-dire, vous prenez une inscription où un personnage dit « j'ai donné la moitié du village de Gaïlarich ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire la moitié du village? Donner la moitié du village. Ça ne veut pas dire qu'on a envoyé des géomètres et des arpenteurs qui ont mesuré une certaine surface, vous voyez, et qui ont donné la moitié, une moitié identifiable, si je puis dire, sur le terrain, au monastère. C'est une définition comptable à partir d'un calcul qui est sans doute effectué tous les ans à l'approche de l'hiver. Donc, on en a la preuve dans le fait que cette moitié se définit quelquefois en dank. Ça, c'est peut-être le point 9, oui, c'est le point 9 que j'ai de mon questionnaire, en dank.
Qu'est-ce que ça veut dire dank? C'est un terme d'origine iranienne qui signifie un sixième. Donc, en réalité, c'est une part de société. Voyez, c'est-à-dire, il y a le village est transformé en société et une seule personne ou plusieurs peuvent acheter, se répartir des danks, c'est-à-dire se répartir les sixièmes de ce village. Et donc, de cette façon, ils arrivent à avoir des revenus qui sont actualisés tous les ans par des calculs financiers. Hein, vous voyez. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est, bon, qui travaille la terre, hein? Alors, ce sont, donc ça c'est, je pense, le point 10, hein? Ce sont des paysans qui rentrent dans deux classes, n'est-ce pas? Qui rentrent ou bien des Shinakans ou bien des Ramiks. Alors, les Shinakans, ce sont des paysans qui ont une tenure, hein, c'est-à-dire qui sont assurés, je veux dire, à titre héréditaire, d'avoir un certain domaine qui appartient à un riche propriétaire. Et le propriétaire est absolument obligé de leur fournir non seulement le sol, or, mais aussi l'eau, jour. Alors ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire que toute terre a un droit d'irrigation, et un droit d'irrigation qui est défini par des heures d'irrigation, de droit sur l'eau des canaux, je veux dire des rigoles d'irrigation, Haru. Hein. Et donc, il y a même des gens dont c'est la fonction au village de vérifier l'application de ce règlement d'irrigation. Ce sont les tchorpettes, hein, ou les tchorpaches, n'est-ce pas? C'est-à-dire les chefs de l'eau, les chefs de l'eau. Et donc, vous voyez, le Shinakan a une certaine stabilité, c'est-à-dire il a sa tenure et l'assurance qu'il aura l'irrigation des terres. Alors, moyennant quoi, il est tenu lui aussi de rester sur place. Alors, on a des cas, on a, par le code de Meritarkosh, qui a été traduit par Thomson, je vous suggère le numéro 21, le paragraphe 21, page 141. Vous verrez que les Shinakans n'ont pas le droit de partir de la terre sans la permission de leur patron. S'ils le font et qu'ils soient rattrapés, ben, ils sont obligés de rentrer sur terre. Mais si, pendant qu'ils étaient éloignés de leur tenure, ils ont eu des enfants, les enfants devenus grands, ou après la mort de leur père, sont autorisés à aller où ils veulent. Ils peuvent rester, mais ils sont autorisés à aller où ils veulent. Alors, à côté de ces paysans qui sont malgré tout assez aisés, si vous voulez, il y en a d'autres qui sont très pauvres, ce sont les Ramiks. Hein. Les Ramiks, je pense que c'est presque des rayas, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui sont réduits à l'état de bétail, hein, on peut dire, parce que ce sont des ouvriers agricoles qui sont sans terre. Alors, je vous ai mis une inscription qui est sur la façade ouest, hein, de l'église de la chapelle de Georges. Donc, c'est CGE4, n'est-ce pas? C'est l'inscription qui concerne Khoraz et ses paysans. Alors, dans cette inscription, il y a quelque chose qui nous trouble, bien entendu. Il dit j'ai racheté Ashnak, puis j'ai donné la part de mon fils Sasna à cette sainte mère de Dieu de Begnesh, la vigne d'en haut avec son pressoir, et 2 paysans, Mère Jevan et Ratchatour, le gendre de Doulouse, avec leur sol et leur eau, le moulin de Tignis, etc., etc. Bon, alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des serfs, ces paysans? Est-ce qu'ils sont esclaves
Non, hein, ils ne sont pas esclaves, mais ils sont mentionnés dans la transaction, mais ils ne font pas l'objet de transactions eux-mêmes. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en réalité, s'ils sont mentionnés dans l'acte, ça veut dire qu'ils ont le droit de rester là où ils sont. C'est-à-dire que le nouveau propriétaire, en particulier les moines, n'ont pas le droit de les expulser. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut le comprendre dans un sens positif, n'est-ce pas? Alors, je voudrais maintenant passer à des questions d'urbanisme et d'équipement collectif. C'est-à-dire, vous avez les produits qui sont les plus importants et qui rapportent le plus. C'est le vin, le pain et l'huile. Hein. Aussi bien utiles à la vie quotidienne et également à la ville ou à la campagne. Les pressoirs à vin, Henzan, c'est le point 11 de mon papier, parfois mentionnés à côté des vignobles, ce ne sont pas des machines difficiles à construire. C'est tout simplement des aires pavées à fouler le raisin avec des rigoles et des cavités pour mettre les jarres. Hein. Donc, c'est très simple, ce n'est pas compliqué à bâtir et ça n'a pas une valeur comparable au moulin à huile ou bien au moulin, aux presses à huile ou au moulin à grains. Vous voyez, les moulins à huile, ça comporte, et les moulins à grains, ça comporte des meules, des pierres, de pressoirs extrêmement lourdes, d'énormes poutres, des bâtiments d'une certaine complexité. Hein. Alors, construire une telle installation, c'est un véritable travail de géant. Je ne sais pas si vous vous rappelez un certain passage de David de Sassoon où les deux frères, Sanassar et Balthazar, s'en vont pour tuer un dragon qui a enlevé une jeune fille dans la montagne et qui menace de tuer ou de dévorer la malheureuse, n'est-ce pas? Et en montant pour aller tuer le dragon, il voit une presse à huile. Et dans la presse à huile, il voit des grosses pierres. Alors, comme ils sont deux, ils vont prendre chacun une pierre. Alors, le grand, c'est-à-dire Sanassar, prend la plus grosse pierre, il la passe à son bracelet, à son bras, je veux dire, comme par le trou central, et le plus petit, il prend la plus petite pierre et il la passe lui aussi à son bracelet, puis il dit ça sera bien utile pour tuer le dragon. Hein. Et en réalité, ils font comme ils l'avaient prévu, et puis le dragon est mort, il délivre la jeune fille, et au moment où ils s'en vont, où ils s'apprêtent à redescendre, le petit dit à l'aîné, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec les pierres? L'aîné lui dit, oh, bah, t'as qu'à les laisser là. Et le cadet répond, oui, mais les villageois vont en avoir besoin. Donc, ils reprennent les pierres et ils les descendent, ils les rapportent au village où ils les ont prises. Et à ce moment-là, ils les déposent devant la porte du moulin, de la presse à huile, et puis ils disent aux villageois, tenez, voilà vos pierres. Les villageois disent, mais comment on va les mettre en place? Les géants répondent, mais comme vous l'avez fait la première fois. Oh, ils disent, oh, il nous a fallu 12 bœufs, je ne sais pas, 6 chevaux, etc. C'était très difficile. Alors, les géants remontent la pierre, le pressoir. C'est un passage très intéressant de David de Sassoon, parce que ça nous montre le montage et le démontage d'une presse à huile. Et ça nous montre aussi, je veux dire, la difficulté d'utiliser de créer un tel appareil. Alors, on a retrouvé 20 presses à huile à l'intérieur de la ville d'Ani. 20 presses à huile, c'est considérable, mais c'était sûrement pas. Vous savez, à chaque presse, je dis, on faisait à peu près 250 kilos d'huile. Hein. Pas de l'huile d'olive, parce qu'il n'y a pas d'olive en Arménie, mais de l'huile de lin ou de l'huile de sésame. Hein.
Et c'était une huile qui était utilisée d'abord pour l'éclairage et ensuite pour différents usages agricoles, c'est-à-dire on pouvait huiler des instruments en bois ou en fer. Et puis éventuellement, on pouvait aussi frotter le bétail après le labour, les bœufs après le labour, avec de l'huile. Et puis, on pouvait, avec beaucoup de prudence, leur distribuer des tourteaux. Et on mangeait exceptionnellement, c'est-à-dire on utilisait exceptionnellement l'huile à des fins alimentaires. Parce que même pendant le carême, c'était vraiment écœurant et personne ne voulait en manger. Alors donc, ces presses à huile d'Annie, elles devaient servir essentiellement à éclairer non seulement les églises, mais les maisons, les ateliers, et 20 presses à huile, ce n'était pas assez pour toute la cité. Donc les monastères tiraient des presses à huile un très grand bénéfice, un revenu qui est important. Hein. Alors, on a des exemples dans lesquels on livre une demi-presse à huile. Eh bien, une demi-presse à huile, ça ne veut pas dire évidemment qu'on coupe la presse en deux, mais ça veut dire la moitié des revenus d'une presse à huile. Et c'est déjà une donation qui vaut plusieurs messes par an. Hein, déjà, ce genre de choses. Vous voyez, les moulins à grains, c'est moins difficile, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut comme eau dans la région de Bagnaï. Il fonctionne sur les cours d'eau du bassin de la Juliane. Hein. Alors là aussi, on peut donner au monastère 3 meules ou bien une demi-meule, c'est-à-dire une partie des bénéfices du moulin. Alors, il y a un des moulins qui porte un nom amusant, il s'appelle Atornik. Ça veut dire bénédiction du grain, n'est-ce pas? Et vous savez, ce nom-là fait penser à Denornek, par exemple, ou bien à Raornek, hein, c'est-à-dire à des taxes ecclésiastiques casuelles, c'est-à-dire, je veux dire régulières. C'est-à-dire, il y a une taxe pour la bénédiction annuelle des maisons, il y a une taxe pour, la récolte des raisins, et peut-être il y avait une taxe aussi pour, la moisson. Et dans ce cas-là, le grain qui était pris pour cette bénédiction des moissons, hein, était porté au moulin à Dornec. Hein. Tout ça, tous ces équipements sont aussi divisés dans des sociétés commerciales et ils rapportent, ils sont divisés en parts, en dank, et ça a un rapport assez élevé. Vous voyez, par exemple, une meule entière de moulin, ça vaut 5 messes par an. Une demi-meule, ça vaut 2 messes par an. C'est pas mal comme revenu. Alors, je disais tout à l'heure qu'en 134 ans de domination musulmane, de 1064 à 1198, le tissu urbain d'Annie a sans doute beaucoup changé pour faire place à des formes plus modernes d'organisation du commerce et de l'artisanat. Le point essentiel, c'est la hiérarchisation des rues dont j'ai parlé au point 12. Cette hiérarchisation des rues permet le regroupement de chaque métier dans un même quartier et une meilleure division du travail. Alors, vous allez être peut-être choqués que j'ai mis le terme arménien et en face le terme turc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que il y a des exemples assez précoces de bilinguisme à cette époque. Et que cette chose-là, c'est-à-dire cette hiérarchisation des rues en rue principale, rue transversale, donc la rue principale, c'est le grand axe nord-sud, hein, qui mène soit vers la Rourian, soit vers la citadelle. Il y en a 2 hein, de ces axes nord-sud à Annie. Les rues transversales, elles sont réservées. Alors, la rue principale, elle est réservée au commerce de luxe.
hein, les rues transversales, à l'artisanat et à la spécialisation des taxes. Alors, vous remarquerez que dans ces rues transversales, il y a des… Alors, le mot qui est employé dans les inscriptions d'Ani n'est pas un mot arménien. Il y a des zoukaks. Zoukak, c'est sokak. Hein, c'est le mot turc actuel, sokak. Et ces zoukaks, qui sont des porotsiks, quelquefois le mot apparaît sous cette forme-là, eh bien, elles sont réservées à la division du travail. Vous voyez, c'est une idée de Levon Rachikian. C'est-à-dire, Levon Rachikian avait pensé que, par exemple, il pouvait exister une rue des Charpentiers dans laquelle on vend des meubles ou des structures en bois. Et les éléments qui constituent ces meubles ou ces structures sont fabriqués dans les ruelles artisanales adjacentes à la rue. Vous voyez, alors, vous avez une ruelle où on débite les troncs d'arbres, une autre ruelle où on équarrit les poutres, une autre ruelle encore où on rabote les planches, une autre ruelle où on assemble et ainsi de suite. Hein. Donc, on fabrique plus vite parce que chaque ruelle est spécialisée, le travail est décomposé en plusieurs tâches et chaque ruelle est spécialisée dans une tâche particulière. Ça, c'est probablement la période intermédiaire entre les deux périodes de prospérité qui a vu établir ces divisions du travail. Alors, la conséquence de ça, c'est mon point 13 et mon point 14. C'est-à-dire que vous avez, mettons à partir de la Grande Rue, vous voyez, c'est le point 14, vous avez deux directions. La direction vers les remparts, ça c'est en bas. Quand vous avez une indication d'adresse et qu'on vous dit en bas, ça veut dire en allant vers les remparts. La direction en haut, c'est vers la citadelle ou vers le pont de l'Arcouliam. Et là-dedans, vous avez des chapelets d'échoppes qui sont à la fois des boutiques et des ateliers. Hein. Et ces chapelets d'échoppes, comment dire, c'est une vitrine extérieure, si vous voulez, où on vend les productions les plus remarquables, n'est-ce pas? Et derrière, vous avez les rues artisanales et toutes les ruelles qui forment un véritable réseau. Et c'est là qu'on voit apparaître des collectifs, c'est-à-dire qu'on a des kurpakani. Kurpakani ou kurpakanots, ça veut dire des accumulations, des ensembles de boutiques, hein, ou d'ateliers, des shops, qui sont solidaires les unes des autres. Bon. Et vous avez aussi des porotsketej, c'est-à-dire des accumulations, ce sont des vrais collectifs, ce n'est pas encore des pluriels à cette époque-là, ce sont des accumulations de ruelles, des réseaux de ruelles qui constituent ces quartiers artisanaux dont je viens de parler. Alors, maintenant, je vais revenir sur une question qui est importante, c'est la question de la propriété et du statut des femmes pendant cette période. Parce que je crois que c'est une période d'évolution. Alors, vous vous rappelez, c'est une histoire de longue haleine, si je puis dire, qui a été une querelle qui a été faite aux Arméniens par Justinien en 536. Dans le prologue d'une de ces lois, hein, Justinien accuse les Arméniens de priver les femmes du droit d'hériter et de les marier sans dot ou même de les vendre à leurs futurs époux. Voilà ce que dit Justinien. Bien, ces accusations, vous trouvez le texte chez, je veux dire, c'est la novelle 35, je crois, vous trouvez le texte chez Nina Garsoyan, hein, c'est facile de trouver ça. Alors, ces accusations avaient pour but de contraindre les princes arméniens à morceler leur domaine, ce qui était totalement contraire
aux coutumes arméniennes. Hein. Pourquoi? Parce que les trop grands domaines princiers, ça gênait l'administration byzantine. Mais en réalité, si on réfléchit à la question, les femmes n'étaient ni plus ni moins, étaient tout à fait dans la situation des hommes, c'est-à-dire elles n'étaient pas déshéritées, hein, alors que leurs frères auraient hérité, puisque en réalité, dans une civilisation dans laquelle il n'existe pas de propriété individuelle, mais toutes les propriétés sont les biens collectifs de la famille. Eh bien, personne n'est héritier de personne, ni les hommes, ni les femmes. Hein. Il y a simplement un régime de communauté indivisible. Bien, en Arménie, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a des dots, hein, parce que Justinien, lui, il voit une dot, il veut dire une partie du domaine familial. Mais en réalité, il y a des dots au gîte qui consistent en général dans des bijoux ou dans des biens meubles. Hein. Et puis, vous avez un autre type de dot qui a été découvert par Anahit Pelirhanian, hein, dans un article de la revue des études arméniennes, qui est paru en 86-87. Hein. Bien, cette dot qui s'appelle Pashtatakan, hein, ce sont des biens immobiliers. Mais il faut comprendre dans quelles conditions ces biens immobiliers sont donnés aux femmes. Et ils sont donnés comme un droit personnel et pas ce qu'on appelle un droit réel. Aujourd'hui, dans le Code civil, ça s'appelle comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les femmes sont usufruitières à vie de ces biens. C'est-à-dire les parents donnent à leur fille, au moment de son mariage, en qualité de Pashtatakan, ils donnent tous les revenus d'un domaine pour elle et pour elle seule, et tant qu'elle vivra. Voilà la solution. C'est-à-dire que quand elle mourra, le domaine n'ira pas à la famille de son mari, mais il reviendra à sa famille, à elle. Donc ça veut dire qu'en réalité, elles avaient des dots et même des dots foncières. Alors, les inscriptions de Baghnaï confirment ce cadre coutumier, mais certains cas montrent une évolution. Vous voyez, vous avez une inscription que j'ai dû donner, attendez, sous le point en entier, mais elle est assez compliquée, donc je vais vous la résumer. Je cherche le... c'est l'inscription, c'est sous le point 10, n'est-ce pas, cette inscription. Vous avez une inscription qui nous explique que le prince Roras, en 1262, explique les dispositions qu'il a prises pour l'âme de son fils Sasna, mort à l'âge de 6 mois. Il dit « J'ai donné à mon seigneur Shahanshah la part de mon épouse, pierre et perle. » Alors cette part, Pajink, n'est-ce pas, c'est probablement la dot de l'épouse. Alors s'il a donné la dot de l'épouse, ça veut dire que l'épouse n'est plus vivante. Si vous voulez, c'est une dot cette fois-ci faite de bijoux, donc pas des biens fonciers. Ça veut dire qu'elle n'est plus vivante. Hein, elle est morte probablement quelque temps après la naissance de l'enfant. Et que le mari use des biens de la défunte pour financer en partie la dotation funéraire de leur enfant, c'est-à-dire la part de mon fils, il dit dans cette inscription. Ça veut dire la part, si vous voulez, c'est la part de l'âme, c'est-à-dire qu'on a le droit de prendre une partie du patrimoine familial pour la mémoire funéraire, pour des prières pour les défunts. Et là, un enfant qui est mort en bas âge, eh bien, apparemment, c'est la dot de sa mère et une partie de la fortune de son père qui finance cette part sous forme de donation au monastère. Alors, je vous ai mis en dernier sur le point 16, je pense, un cas un petit peu problématique qui se situe en 1213.
vous avez une épouse, l'épouse de Khoras, le grand-père du précédent, qui s'appelle Zumruch Khatun. Et elle donne le domaine de Mokwatz. Alors, c'est un patrimoine absolument considérable, contre quoi elle obtient 40 jours de messe. 40 jours de messe, c'est énorme hein, dans les inscriptions. Et ces jours de messe sont partagés ainsi, c'est-à-dire 20 messes pour elle-même, 10 pour son mari et 10 pour leur fils Sasna, n'est-ce pas? Alors, le fait qu'elle ait le double de son mari montre qu'en réalité, le domaine de Mokwatz faisait partie de sa dot. Voilà, quelque chose de certain. Alors, les proportions, mais alors, nous sommes ici obligés de faire appel à un colophon qui est dans le manuscrit du Maténadaran 1519, qui est le célèbre évangile de Bagnaj. Et nous apprenons par ce colophon que Zumruch Khatun n'était pas une Arménienne de naissance, mais, je cite, elle était de race tadjik, d'une noble lignée de grands dynastes de Perse. Donc, il est tout à fait possible que ses ancêtres aient eu un domaine qui s'appelait Mokwatz, parce que Mokwatz, ça vient évidemment du nom des mages. Ça veut dire, c'est comme si on avait Mokatz, hein, on dit Mokwi, hein, pour dire le mage en géorgien. Là, on a mélangé la forme géorgienne qui serait Mogwata, Moguta, on l'a mélangé avec Mokatz, hein, qui serait la forme arménienne. Alors, normalement, ce patrimoine qui était concédé à Zumruch Khatun comme épouse pour sa dot, uniquement à son usage personnel, restait la propriété de la famille paternelle. Et il est totalement anormal qu'il ait été aliéné au bénéfice d'une fondation chrétienne. Qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, probablement, c'est l'indice d'une évolution coutumière des droits patrimoniaux des femmes. Peut-être cette évolution s'explique par le fait que, entre autres, hein, que la principauté d'Ani dépend du royaume de Géorgie. Et vous savez que le trône de Géorgie a été détenu par deux femmes au XIIIe siècle, Tamash et Rusdan. Alors, vous savez qu'en géorgien, la question d'écriture inclusive homme-femme ne se pose pas. Hein, c'est comme en arménien, en turc ou en perse. Hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là, puisqu'il n'y a ni masculin ni féminin. Hein. Mais il y a quand même un mot différent pour dire le roi et la reine. Eh bien, les Tamash et Rusdan ont demandé à être appelés Mépé, c'est-à-dire roi, ce qui pourrait s'appliquer également à un homme, aussi bien que, plutôt que Dédopali, qui était le nom de la reine au sens de épouse du roi, n'est-ce pas? Les Dédopali, c'était l'épouse du Mépé. Alors, je ne sais pas si j'ai encore le temps de conclure, enfin, je conclus très rapidement. La stabilisation de la souveraineté géorgienne à Ani en 1198, à cause de la victoire de Zakharé, le général en chef de Tamash, a marqué le début d'une reconquête qui inclut bientôt toute l'Arménie du Nord-Ouest, la Révelque, entre l'Arax et la Koura, et malheureusement, après 1208, Ivané, le frère de Zakharé, n'a pas réussi à s'implanter dans l'Arménie vannique, ni dans les provinces de l'Ouest. Néanmoins, les conquêtes zakharides, adossées au royaume de Géorgie, se sont maintenues très longtemps, malgré le tribut des Mongols, jusqu'aux invasions turcomanes du XIVe siècle. Alors, évidemment, on peut parler des grandes qualités stratégiques de Zakharé lui-même et de ses descendants immédiats qui ont remporté victoire sur victoire avec un talent tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Mais le point grave, c'est que leur descendant Avak, en 1236, qui était le chef des armées géorgiennes, a été contraint de se soumettre aux Mongols et de payer tribut. Hein. Et petit à petit, la pression fiscale des Mongols
s'est alourdi au point qu'ils ont été obligés de vendre la principauté aux fermiers mongols des impôts. Alors, l'enracinement local de cette lignée princière tient à une politique matrimoniale qui a été pratiquée des deux côtés, aussi bien du côté musulman, je dirais, c'est-à-dire que du côté chrétien. C'est-à-dire, à partir de 1072, n'est-ce pas, les émirs musulmans chédadides d'Ani s'arrangent pour que, comment dire, pour épouser des femmes arméniennes et faire que les enfants soient légitimes aussi bien du côté arménien que du côté musulman, soient légitimes comme chefs, vous voyez. Donc, si la situation se retourne, si les musulmans, par exemple, ou si les chrétiens reprennent l'avantage, la situation s'inverse. Eh bien, dans ce cas-là, ils resteront, leurs héritiers resteront légitimes, soit du côté de leur père, soit du côté de leur mère. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi dans les années 60, 1260. La mère de Horace I, Khoutlou Khatoun, toute bénie de Dieu, était perse de naissance, mais devenue vraie servante du Christ par l'appel de la grâce de Dieu. De son côté, l'épouse de Horace, Zumrud Khatoun, était, comme nous l'avons vu, de race tadjik, mais par la grâce miséricordieuse de Dieu, elle était devenue digne de notre foi lumineuse. Alors, on pourrait trouver des exemples du même genre, vous voyez, du côté des inscriptions de Horomos. C'était une véritable politique qui avait pour but d'assurer les étapes ou la solidité de la reconquête par une sorte de partage de la gouvernance entre la communauté des vaincus et la communauté des vainqueurs les plus récents. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Quel exposé, Jean-Pierre, merci beaucoup. Je suis aussi un peu abasourdi par la conclusion. En fait, je n'ai pas vraiment de questions à poser parce que j'essaye de mettre en relation cet exposé extrêmement riche avec le peu que je sais en histoire médiévale et même en histoire médiévale occidentale. Donc, je ne suis pas du tout certaine que ça puisse être mis en rapport. Finalement, ce qu'on voit ici, c'est le fonctionnement d'une seigneurie, enfin, des monastères comme puissance seigneuriale. Est-ce que ça se compare à la seigneurie rurale, seigneurie urbaine? Parce qu'en même temps, il y a la description de ces quartiers urbains. Enfin, on voit se déployer énormément de choses dans votre exposé. Mais de toute façon, bon, je ne suis sans doute pas la personne compétente pour soulever des questions. Il y a des spécialistes parmi les auditeurs qui vont s'en charger. Enfin, je sais pas, je vois pas tout le monde d'ailleurs, mais je suppose que Sahak ou Anna ou bien entendu Anaïd ou n'importe qui d'ailleurs peut prendre la parole de la façon la plus de la façon la plus spontanée possible. Je reconnais qu'on n'est pas, c'est un peu austère ce que j'ai expliqué parce que ça demande d'approfondir, de lire en détail beaucoup d'inscriptions. Oui, non, mais c'est pas non, c'est pas nécessairement austère parce qu'on voit bien le fonctionnement de la cité, on voit bien apparaître des personnages, etc. Est-ce qu'il y a des questions? La question aussi, c'est le fait que pour interagir sur Zoom, tout est ralenti. Est-ce que quelqu'un se lance? Moi, je veux juste faire peut-être une petite réaction. D'abord, moi, je n'ai pas trouvé ça austère du tout parce qu'en fait, ça Oui. faisait vivre au contraire un monde qu'on n'imagine pas forcément. Alors, moi, ce que je retiens un peu, j'ai retenu deux choses du point de vue linguistique.
D'abord, cette question des noms de famille. Donc, moi, je pensais que les noms de famille étaient arrivés beaucoup plus tard. Donc, c'est très intéressant de voir que, en fait, sur la base d'un sobriquet, finalement, qui s'étend à une famille, et si j'ai bien compris, la motivation qui ferait que ces familles-là ont eu ces noms de famille, c'était la visibilité commerciale, parce que c'était des familles Oui, je professionnelles, pense. ou Oui, je pense. Je pense vraiment. Je pense que c'était des marchands qui travaillaient en famille, donc à peu près comme au XVIIIe siècle, si vous voulez, quand on voit entre Ispahan et puis l'Inde ou Astrakhan. Donc, ils avaient besoin, en effet, d'une visibilité familiale et commerciale. Et donc, ils étaient surnommés comme ça. Ils avaient déjà des noms de famille. Alors, naturellement, vous avez raison. On a tous lu, je veux dire, l'introduction au dictionnaire des noms de personnes d'Acharyan, où Acharyan raconte comment c'est l'Empire ottoman qui les a obligés à prendre des noms de famille. Donc, c'était certainement pas tous les habitants d'Ani qui avaient un nom de famille. C'était des commerçants particulièrement actifs. très intéressant, et Comme aussi Bonens, en tout cas, là, on sait au moins pour lui. Et l'autre aspect aussi, c'est donc ce bilinguisme avec le turc qui est déjà prégnant à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est Alors, simplement, bon, c'est dans les noms des rues, donc en fait, on ne sait pas forcément jusqu'à quel écoutez, point. on a quelques mots comme ça. Zukak, ça c'est un nom turc qui apparaît comme ça. Mais on a Là, c'est aussi un un nom quartier, sémitique, hein. C'est sémitique, ça pourrait venir enfin, du néo-araméen, mais bon. l'emprunt est très probablement quand même turc. Parce que vous avez un autre exemple qui est très frappant, c'est un quartier d'Ani qui s'appelle, quartier d'Ani, donc on ne connaît pas par l'inscription des inscriptions d'Ani. On le connaît uniquement par les inscriptions de Bagnaj et de Horomos. C'est un quartier qui s'appelle le Kat de Notes. Je ne sais pas ce que vous comprenez là-dessous, mais moi je comprends le quartier des maisons à étages. Vous voyez, Kat, c'est le mot qui veut dire l'étage, certainement. Et donc, on a inventé un mot katun, vous voyez, qui veut dire une maison à étage. Et bon, ça semble, ça ne veut pas dire qu'il parlait turc, mais ça veut dire qu'il connaissait beaucoup de mots turcs, qu'ils en entendaient, beaucoup. Hein. Et il faut quand même se rappeler aussi que, mais alors c'est plus tard, ça c'est un siècle plus tard, non, qu'est-ce que je dis, 2 siècles plus tard, vous avez les poèmes attendez, tout à coup, Tolkuranci, hein, certains ont été traduits, expliqués par James Russell, qui nous donne, comment dire, qui nous donne un dialogue bilingue entre un garçon et entre une fille arménienne et un turc, etc. Il y a des choses comme ça. Il y a un vers en turc, un vers en arménien, un vers en turc, un vers en arménien. Donc on voit que ça commence quand même assez tôt. Ils entendent des choses à ce moment-là et il faut l'admettre. C'est pas forcément ce que nous attendions, mais ça s'est produit. Il y a eu des contacts linguistiques. Le commerce, c'est aussi, enfin, je veux dire, dans une ville, le commerce, c'est aussi aux avant-postes du bilinguisme, souvent, mais Absolument. ça Oui, pourrait l'expliquer absolument. aussi, hein. Oui, ça peut Merci s'expliquer. beaucoup, en tout cas. Ça s'explique sûrement comme ça. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Bon, peut-être que l'auditoire est un peu, comment dire, enfin, je veux dire, éprouvé par le Zoom, parce qu'après tout, ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est, et même Ah bon, presque 3, excusez-moi, c'est de ma faute. qu'on est connecté. Est-ce que, enfin, s'il y a des questions, posez-les tout de suite, parce que on Oui, va pas faire des salam-alek pendant des Bonjour. heures. Ah, il y a Claire qui veut poser une Claire. question. Bonjour Jean-Pierre, et désolée d'être arrivée en retard. J'ai
entre le médecin et le RER, j'ai été bloquée. J'avais une question, alors je suis désolée, j'ai pas entendu le début de l'exposé, mais j'écouterai l'enregistrement. Mais j'ai une question indirecte qui m'a été posée par Laure Piaton, qui sont à Valence, qui sont en train d'organiser une exposition sur Annie, avec notamment les photographies de Pascaline Mar. Et une des questions qui était posée, parce que c'était sur les cloches d'Annie. Alors c'est un peu déconnecté de ce que vous avez raconté, que j'ai entendu à la fin. Est-ce que et donc le scénographe parlait à un moment donné de sonner les cloches et je posais la question tout à l'heure à Saag aussi quand on s'est vu. Est-ce que les églises, alors mais c'est une question pour plus tardive, pas sur directement votre exposé, mais comme je sais que vous avez largement travaillé sur Annie sous toutes ses coutures, est-ce qu'on sonnait les cloches dans les églises d'Annie à la fin de la Alors, le période problème, c'est de ottomane savoir quand les cloches sont arrivées en Arménie. Pardon? C'est-à-dire, les cloches, je dis, le problème est de savoir Quand les cloches sont, bah justement. quand les cloches sont arrivées en Arménie, hein, dans le Caucase. Alors, à mon avis, les cloches, comment dire, viennent des pays baltiques. C'est-à-dire, elles viennent d'Estonie, Lituanie, etc., Lettonie, et, où il y a des villes hanséatiques allemandes. Et elles sont apportées, si je puis dire, par les gens qui pratiquent la route des grands fleuves jusqu'à la mer Noire et qui ensuite se dirigent vers le Caucase. Hein. Ce sont probablement, enfin, une partie de la route des grands fleuves, c'est le lieu par excellence des Varegs, c'est-à-dire des premiers Russes en quelque sorte, hein, c'est-à-dire des Russes scandinaves, n'est-ce pas? Et d'après les monuments que nous avons en Arménie, on voit bien, en particulier par les clochers dans les monastères, ils arrivent au milieu, dans les années 1240, vers le milieu du XIIIe siècle. Et auparavant, si vous voulez, on a la cimande, le jamahach, hein, on a la cimande, c'est-à-dire c'est un gond en bois. Et donc, c'est-à-dire on a une planche de bois, ou bien on la tient à la main, ou bien les suspend, et puis on tape avec un maillet. C'est ça qui sert de cloche. Et alors, on a quand même une preuve assez intéressante chez Assorik, c'est que l'empereur Basile II a rétabli pour les églises arméniennes de l'Empire byzantin le droit de frapper la cimandre, dont les Arméniens avaient été privés pour cause d'hérésie. On leur avait interdit de frapper la cimandre pour appeler à l'église, et ils ont été rétablis dans ce droit. Et à ce moment-là, bien, Grégoire de Narek a composé la prière 92 du livre de Lamentation, n'est-ce pas, qui est un éloge du jamahach et qui raconte l'utilité du jamahach. Donc à cette époque, on est quand même au tout début du XIe siècle, il n'y a pas encore de cloche en Arménie, hein, c'est clair. Entre les deux, je peux pas dire, mais en tout cas, nos monuments les plus anciens remontent au XIIIe siècle, des années 1240. Et, hein, avec des et dans vos lectures, à la fin de la période ottomane, est-ce qu'on, au moment où c'est dans la partie russe, est-ce qu'on peut sonner des cloches, d'ailleurs, dans ce qui reste là, d'une bien sûr, il y a des cloches. Bien sûr qu'il y a des cloches. Oui, regardez, le clocher de Tatev a été construit par l'Empire russe, hein, on peut dire, ou sous l'Empire russe, par les Arméniens, bien entendu, mais sous l'Empire russe. À Annie même, il y avait des… Annie même, Annie est, comment dire, est une ville abandonnée pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les impôts étaient trop chers, donc les gens préféraient quitter plutôt que de payer les impôts. Et puis, deuxièmement, elle n'a pas été dévastée parce que, comme le raconte Abovian dans les blessures, les plaies de l'Arménie, vers Kastani, donc il raconte que les Turcs avaient peur de s'y rendre la nuit parce qu'ils croyaient qu'elle était habitée par des djinns, qu'il y avait des diables qui étaient là. Alors, d'après Abovian, les diables sont en réalité des fédaïs arméniens, n'est-ce pas, qui sont là et qui lancent des embuscades en étant planqués dans les monuments d'Annie. Alors, donc, il n'y a pas d'église à Annie, jamais. Hein. Je veux dire, après le XVe siècle, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais évidemment, à Kars et partout ailleurs, il y a des cloches. Bien sûr, oui, bien sûr. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, alors. Allô?
Oui, oui, j'entends bien, ça Alors hack. Jean-Pierre, moi, je salue votre performance parce que d'inscription lapidaire, vous nous avez refait vivre toute une société. Et c'est très fort parce que c'est effectivement à partir de ces 4 ou 5 inscriptions que vous nous avez montré comment vivait cette société. Et moi, j'ai une question par rapport à l'économie monastique. Est-ce que cette économie des monastères, est-ce qu'elle a un rôle dans l'économie générale de ces principautés, de ces royaumes ou pas? Ou est-ce que, on va dire, elle profite, on va dire, de la protection des princes et voilà, point. Elle profite de la protection des princes sans aucun doute. Mais d'un autre côté, vous voyez, on a l'impression, prenons les faits objectivement, si vous voulez, je veux dire d'après les vestiges matériels que nous avons, on a quand même l'impression qu'au XIIIe siècle, si vous voulez, les monastères arméniens changent de physionomie. Ils changent de physionomie parce qu'on voit apparaître des bâtiments collectifs qu'on ne connaissait pas auparavant, c'est-à-dire des grands réfectoires, des clochers, justement, des salles capitulaires, des grandes salles de réunion, tout ce qu'on a dans les monastères du Nord-Est. Et quand on lit, si vous voulez, c'est là que je n'ai pas pu rentrer dans des détails, mais vous savez, il y a un livre qui est extraordinaire, qui est le livre de Sarkis Harutyunyan, qui était un très grand spécialiste, on peut dire, de la parole arménienne. Et il a écrit une thèse sur les formules de bénédiction et de malédiction dans les inscriptions arméniennes. Alors, si vous regardez les inscriptions, mettons, de Horomos, et vous avez des inscriptions extraordinaires sur des malédictions particulièrement développées sur la question de l'eau. Et si vous lisez, par exemple, Stepanos Orbelian, vous verrez que la question de la répartition de l'eau est très importante et que donc les monastères, certains monastères, en tout cas du Nord-Est, au XIIIe siècle, ont transformé, on peut dire, le paysage et l'agriculture par de grands travaux d'irrigation. Ça, c'est une chose très, très probable. Il faudrait localiser ça précisément sur la carte. J'en suis pas capable, mais on a suffisamment d'inscriptions pour affirmer que le XIIIe siècle est une période d'irrigation et d'accroissement considérable des rendements agricoles. Et donc, ça change la vie et le paysage. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de toutes sortes de choses qui concernent le paysage et qu'on trouve dans les inscriptions. Par exemple, les vignobles sont entourés de lisières. C'est comme ça, on dit apnerov. Elles sont entourées de apnerov. Les apnerov, qu'est-ce que c'est? C'est des bandes de terrain qui entourent le vignoble et qui sont plantées d'arbres. Alors donc, vous avez un vignoble qui s'appelle Tereniats, c'est-à-dire le vignoble des ormeaux, parce qu'il est entouré, vous voyez, d'un rideau d'ormeaux. Donc, on voit plein de choses sur le paysage et je pense que là aussi, ça change au XIIIe siècle. Après, c'est le déclin, c'est sûr. On tombe dans une position descendante. Alors, Donc, bon, ils ont certainement autarcique, ils ont certainement ramassé des beaucoup de richesses. Pardon? J'ai pas entendu. Oui. J'ai pas entendu. Participe au système général, enfin, économie. De l'économie. Je disais, oui, donc c'est pas une économie autarcique, mais qui s'ouvre, on va dire, sur le reste de la société, Oui. Allô? Oui, certainement. C'est une économie qui s'ouvre sur le reste de la société et qui a une grande importance, si vous voulez. Oui. C'est pas le même cas, j'allais dire, que ce qui se produit en Géorgie occidentale pendant la période de reconquête des princes Bagratouni. Parce qu'on voit très, très nettement qu'au IXe siècle, mettons, en Géorgie, dans la région pontique, on envoie des moines qui construisent d'abord des villages, qui
attirent à eux des immigrants géorgiens et qui structurent l'économie. Ça ne va pas du tout aussi loin du côté arménien. On n'a pas l'impression que les moines aient structuré l'économie, mais Oui, ils ont d'accord. joué un rôle important et ils ont utilisé leurs moyens, je dirais, dans un sens finalement utile pour la collectivité. D'accord, merci. Je t'en prie. Voilà. Si ça a pu intéresser, je suis très content. Voilà. Ah ben, ça a absolument intéressé. Y a-t-il d'autres questions? On va peut-être, si d'autres questions ne sont pas formulées, on va peut-être mettre un terme à la conférence, parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'on soit dans des conditions particulièrement confortables. Jean-Pierre, vous avez été extraordinaire cette conférence était extraordinaire, mais surtout extraordinaire aussi de vous adapter finalement à ce mode virtuel, distanciel, etc. Finalement, vous savez très bien faire. Là, vous êtes devant l'écran depuis 2 heures. Heureusement que Anaïd m'a coupé avec Annie, hein, parce que sinon, j'aurais pas. Oui, bah alors justement, Jean-Pierre est un pionnier, si je peux me permettre, parce que je vais raconter une petite anecdote qui est que à l'époque où Sorbonne Radio France avait fait une série d'émissions avec des enseignements universitaires, Jean-Pierre était un des premiers qui avait délivré des cours dans ce contexte-là. Alors, il n'y avait pas la caméra à l'époque, mais c'était encore pire, si je peux dire, parce qu'on n'avait personne en face de soi. Bon, ah oui, donc, de parler comme ça sans interlocuteur. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup au public, mais surtout merci à Jean-Pierre et merci à Annie qui a assuré avec beaucoup de patience, je vois dans le fond de l'image, qui a assuré avec beaucoup de patience la partie technique un petit peu périlleuse que nous avons mise en place avant le début de la conférence. Donc, merci à tous. Et merci à toi, Thalid, pour avoir monté ça. Je t'en prie. Alors, merci aux organisatrices. Merci à toi aussi. Pour leur patience. Merci Jean-Pierre, et je pense que Anaïd prendra contact avec vous pour vous transmettre le programme des futures festivités ou conférences de la Société des études arméniennes. Mais enfin, en tout cas, merci à Jean-Pierre d'en avoir assuré ainsi la partie la plus brillante, en tout cas cette semaine. Merci encore Jean-Pierre.